Le fentanyl, un puissant opioïde synthétique, a déclenché une crise mondiale de surdose. Mais que se passe-t-il lorsque les cartels, connus pour leur brutalité, entrent en guerre contre cette drogue? Explorons comment les cartels combattent le fentanyl. En juin 2023, Culiacán, dans l'état de Sinaloa, a été choqué par la découverte de corps enterrés parmi des pilules de fentanyl. Cela s'est produit après une interdiction de la production et de la vente de cet opioïde qui est jusqu'à 100 fois plus puissant que la morphine. La DEA a rapporté que le fentanyl était responsable d'environ 66% des 107 622 décès par surdose entre décembre 2020 et décembre 2021. Depuis 2018, les saisies de pilules contenant du fentanyl ont augmenté presque 50 fois. Le lien entre les corps enterrés et la production de fentanyl a révélé le prix à payer pour ceux qui s'impliquent dans ce commerce. Les responsables étaient Los Chapitos, les fils du tristement célèbre narcotrafiquant El Chapo, qui ont déclaré la guerre au fentanyl. Parmi les fils d'El Chapo, Joaquín Guzmán López, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López et Jesús Alfredo Guzmán Salazar sont les plus remarquables. Dès leur plus jeune âge, ils ont été introduits dans les opérations du cartel de Sinaloa par leur père et Ismael Zambada Garcia, connu sous le nom d'El Mayo. Ovidio s'est fait connaître étant sanctionné par le département du Trésor des États-Unis en 2012 et en 2019. Son arrestation à Culiacán a provoqué une violente réponse du cartel, forçant le président à le libérer. Ovidio est considéré par le département du Trésor des États-Unis comme un membre clé du cartel, tandis qu'Iván et Jesús Alfredo jouent également des rôles importants. En 2016, Iván et Jesús Alfredo ont été kidnappés par le JNG à Puerto Vallarta, dans l'état de Jalisco. Après leur libération, Jesús Alfredo s'est distingué et a été ajouté à la liste des personnes les plus recherchées par la DEA. Depuis 2015, lui et d'autres dirigeants du cartel font face à des accusations de trafic de drogue, et on pense que Jesús Alfredo a joué un rôle crucial à l'échelle internationale, avec des rumeurs selon lesquelles il aurait passé des mois à Medellín, en Colombie, sous la protection d'un gang local. Joaquín, le quatrième fils d'El Chapo, a maintenu un profil plus discret, mais en février 2019, il a été accusé avec Ovidio de trafic de marijuana, de méthamphétamine et de cocaïne vers les États-Unis, avec des activités remontant à 2008 à 2018. En l'absence de leur père, emprisonnés et extradés vers les États-Unis, les Chapitos luttent pour le contrôle du cartel contre El Mayo et leur oncle El Guano. Animés par le désir d'étendre l'empire de leur père, les Chapitos, malgré leur style de vie luxueux, sont des concurrents redoutables. La lutte pour le pouvoir a été marquée par la violence, comme l'assassinat de José Rodrigo Orejuela Gamboa, ancien chef de cartel et allié d'El Mayo, en 2020. Les Chapitos seraient à l'origine de ce crime, reflétant la montée des tensions internes. En juin 2020, une fusillade à Culiacán entre les Chapitos et la faction d'El Mayo a fait 16 morts, mettant en évidence la brutalité du conflit. Les Chapitos, ciblés par les autorités américaines, ont été soumis à une récompense de 21 millions de dollars en 2021 et des sanctions ont été imposées à leur encontre en vertu de la loi Kingpin. Malgré la pression, ils continuent d'étendre leur contrôle sur les routes de trafic. En février 2022, des partisans des Chapitos ont attaqué Caborca, près de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, tuant 2 personnes et en kidnappant 5 autres. Leur alliance avec le cartel Salazar a renforcé leur contrôle dans la région. En mars 2023, une opération militaire à Sonora a conduit à la saisie de l'un des plus grands arsenaux jamais découverts au Mexique, comprenant des millions de munitions et des armes de gros calibre. Cette découverte a intensifié la pression sur les Chapitos et leurs cartels. En raison de la forte répression policière et du nombre élevé de décès dus au fentanyl, les Chapitos ont décidé d'interdire cette drogue. Cependant, cette interdiction pourrait être une stratégie pour déplacer leurs opérations vers des zones où les contrôles sont moins stricts. Des rumeurs indiquent que le cartel détient encore de grandes réserves de fentanyl. Le message des Chapitos est clair. Ceux qui les défient feront face à la violence. L'interdiction pourrait ne pas stopper la production de fentanyl, étant donné les profits élevés générés par la drogue et l'intérêt d'autres cartels, comme le JNG,
à combler le vide laissé par les Chapitos. Le fentanyl ne se limite pas aux grands cartels, de petits trafiquants y participent également. La récente saisie de pilules de fentanyl à Tijuana révèle l'ampleur du commerce. Lors d'une opération, 1,83 million de pilules et 880 livres de méthamphétamine ont été découvertes, confirmant Tijuana comme un centre clé de production et de distribution de drogue. Cet événement a eu lieu un jour après que le président Andrés Manuel López Obrador a affirmé que le fentanyl n'était pas produit au Mexique. Une déclaration qui contredit les preuves de la production d'opioïdes dans le pays. En outre, López Obrador a minimisé les inquiétudes concernant la sécurité au Mexique et a rejeté les avertissements de voyage des États-Unis, les qualifiant de complot. La violence et le trafic restent des défis pour la sécurité et l'application de la loi au Mexique. Bien que les frères Guzman nient tout lien avec le fentanyl et affirment que les laboratoires ont des propriétaires identifiables, la DEA les considère comme plus dangereux et puissants qu'El Chapo. Les Chapitos critiquent la manière dont la DEA les dépeint et la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux, affirmant que cela nuit à leur image et à leur famille. Après avoir reçu une lettre de l'avocat mexicain José del Refugio Rodríguez, qui avait précédemment défendu El Chapo, la DEA a été informée de nouvelles accusations portées contre les frères Guzman. En avril, le département de la justice des États-Unis a allégué que les frères avaient testé le fentanyl sur des personnes avant de l'envoyer aux États-Unis. La formation d'un comité conjoint entre le Mexique et les États-Unis pour lutter contre le trafic de drogue synthétique et d'armes a intensifié la tension sur Los Chapitos. Cela s'est produit dans un contexte de conflit entre les autorités américaines et le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, qui nie l'implication du Mexique dans la production de fentanyl, aggravant la situation. Récemment, Los Chapitos ont exprimé des remords et reconnu que leur silence avait été préjudiciable. Ils ont promis d'être plus discrets et, en évitant les déclarations publiques, espèrent réduire les conséquences négatives. Leur choix de communiquer par écrit indique un changement de stratégie et un démenti catégorique des accusations des États-Unis. Le conflit entre la famille Guzman et la DEA révèle une guerre plus vaste et moins connue. Los Chapitos sont une faction du cartel de Sinaloa qui semble utiliser ses puissants alliés, y compris des agences de sécurité américaines et des autorités mexicaines, pour affronter la faction rivale. Il existe des preuves de collusion entre le cartel de Sinaloa et ses autorités, avec Ismael Mario Zambada Garcia, connu sous le nom d'El Mayo, jouant un rôle central. El Mayo, qui évite les projecteurs et maintient un profil bas, est l'un des leaders les plus influents du cartel de Sinaloa. Son implication initiale dans le trafic de drogue s'est faite sous la direction d'Inés Calderón Quintero, l'ingénieur. La stratégie d'El Mayo d'éviter la violence a directement contribué à sa survie et à la création d'un partenariat complexe entre le cartel et les autorités. Vers 1970, le trafic de drogue est devenu hautement compétitif, entraînant une escalade de la violence. El Mayo a dû faire face aux défis posés par l'organisation croissante de l'industrie, qui nécessitait de la force et de vastes réseaux pour survivre. Bien qu'il n'aimât pas la violence, il resta dans le milieu. Sa chance tourna lorsqu'il rencontra Antonio Cruz Vázquez, un homme mystérieux dont on disait qu'il avait des liens avec la CIA ou l'armée cubaine. Vázquez a aidé El Mayo à étendre ses opérations et à trouver des marchés pour son héroïne à Las Vegas et en Californie, devenant un partenaire essentiel. Bien que Vázquez ne fût pas un chef de cartel, il possédait des compétences précieuses en logistique et en alliance, qu'il transmit à El Mayo. Ses connaissances sur les alliances et les stratégies furent vitales pour le succès d'El Mayo, qui jusque-là se limitait à aider d'autres à vendre de la drogue. Après l'arrestation de Vázquez en 1978, El Mayo adopte un profil discret, héritant de contacts et d'opérations précieux de son partenaire. Dans les années 1980, après la mort de l'agent de la DEA Enrique Camarena Salazar, qui entraîna une forte pression publique et gouvernementale, Miguel Ángel Félix Gallardo divisa le cartel de Guadalajara en plusieurs factions plus petites pour éviter un effondrement total. El Mayo et El Chapo fondèrent le cartel de Sinaloa, avec El Mayo apportant son expertise en négociation, en contraste avec le recours à la violence. Le partenariat avec El Chapo était stratégique pour faire face à la concurrence dans le trafic de drogue. Actuellement,
Tandis que les États-Unis accusent le Mexique de produire du fentanyl, le président López Obrador nie ces allégations. Récemment, Los Chapitos ont exprimé des regrets pour leur silence, promettant d'être plus discrets et niant fermement les accusations des États-Unis. Le conflit en cours entre la famille Guzman et la DEA a conduit à des récits contradictoires. Cependant, sur la base des expériences passées, les allers-retours entre la DEA et la famille criminelle pourraient faire partie d'une guerre plus vaste, une guerre dont beaucoup ignorent l'existence. Vous voyez, Los Chapitos est une faction de l'un des plus grands cartels de drogue ayant jamais existé, le cartel de Sinaloa. Et si l'histoire du cartel de Sinaloa est un indicateur, il semble qu'il utilise ses alliés les plus puissants pour combattre Los Chapitos. Vous vous demandez peut-être qui sont ces puissants alliés? Eh bien, ce ne sont autres que les agences d'application de la loi des États-Unis, ainsi que les autorités mexicaines. La question évidente ici est, le cartel de drogue travaille-t-il secrètement avec les forces de l'ordre? La réponse est probablement oui. Bien que cela puisse sembler une théorie du complot folle ou un scénario de film hollywoodien, plusieurs rapports au fil des années ont montré que le cartel de Sinaloa et diverses agences de sécurité des États-Unis et du Mexique sont en collusion. La relation entre les agences de sécurité des États-Unis et les cartels mexicains peut être retracée à un homme, Ismael Mario Zambada Garcia, également connu sous le nom d'El Mayo. El Mayo a été contraint de vivre dans l'ombre en raison de son rôle au sein du cartel de Sinaloa, devenant un croque-mitaine pour la plupart des gens. Ceux qui le connaissent révèlent qu'il reste silencieux lors des réunions du cartel et évite d'utiliser des téléphones portables. Il a fait de grands efforts pour s'assurer de rester dans l'ombre. Peut-être que ses connexions avec les agences de sécurité des États-Unis ont renforcé son besoin de rester caché. Mais une chose est certaine, rester dans l'ombre a non seulement aidé El Mayo à construire le cartel de drogue le plus puissant du monde, mais aussi à rester en vie et hors de prison. El Mayo a été formé par certains des premiers trafiquants de drogue au Mexique, dont l'un des plus notables était Inés Calderón Quintero, également connu sous le nom de l'ingénieur. Sous la direction de Quintero, El Mayo a ouvert un entrepôt où il aidait à faire transiter de la cocaïne et de l'héroïne vers les États-Unis. Cet entrepôt était stratégique pour El Mayo car il cherchait à éviter les aspects violents de la gestion d'un cartel. Comme nous le verrons plus tard dans la vidéo, la réticence d'El Mayo à s'impliquer directement dans la violence du cartel a joué un rôle important dans le partenariat improbable entre les forces de l'ordre et le cartel. En 1970, le trafic de drogue est devenu si important qu'il a attiré de nombreux acteurs cherchant à contrôler le commerce et à s'approprier la plus grande part des routes de trafic. La violence était inévitable. El Mayo a affronté son premier grand défi. L'industrie devenait plus organisée. Et pour survivre, il fallait de la force et des ressources importantes. D'immenses réseaux et une armée d'hommes de main armés étaient nécessaires pour garantir la survie. Bien qu'il n'aimât pas s'impliquer directement dans la violence, il s'était déjà imposé comme un nom de confiance dans le commerce de la drogue, et abandonner ce commerce lucratif ne semblait pas une option attrayante. Heureusement, il rencontra un homme qui allait changer sa destinée. Avec son aide, El Mayo allait bientôt partager la table avec les personnes les plus redoutées du trafic de drogue. Cet homme s'appelait Antonio Cruz Vázquez. Vázquez était un homme mystérieux en soi. En effet, des rapports suggèrent qu'il a joué un rôle crucial dans l'établissement de relations entre El Mayo et les agences de sécurité, comme la CIA. Selon des rapports obtenus par les forces de l'ordre américaines, Vázquez aurait travaillé pour la CIA, tandis que d'autres affirmaient qu'il représentait les services de renseignement de l'armée cubaine. Lorsque des agents des narcotiques du Nevada l'ont interrogé sur ces rapports, après son arrestation le 28 janvier 1978, Vázquez a refusé de les commenter. Ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'il avait 32 ans lorsque Fidel Castro est arrivé au pouvoir et qu'il est devenu capitaine dans la police nationale cubaine. Cependant, il a disparu lors d'un événement encore enveloppé de mystère. Vázquez et El Mayo se sont rencontrés lorsque le premier était en voyage au Mexique. Il a rencontré et épousé Modesta Zambada, la fille d'El Mayo. Ce mariage s'est révélé être une bénédiction déguisée pour El Mayo. À cette époque,
il dominait le trafic d'héroïne entre le Mexique et les États-Unis. Cependant, bien qu'il ait été dans le commerce de la drogue pendant des années, il n'avait pas de lieu pour les vendre. Son rôle était d'aider à acheminer les drogues vers les États-Unis pour d'autres. Et avec son regard fixé sur le sommet du trafic de drogue, El Mayo devait contrôler toutes les parties de la chaîne d'approvisionnement. C'est là qu'intervient son nouveau partenaire, Vasquez. Avec ses connexions aux États-Unis, Vasquez a aidé son nouveau partenaire à trouver un marché pour son héroïne à Las Vegas. C'est le partenariat entre El Mayo et Vasquez qui pourrait avoir contribué au succès ultérieur d'El Mayo. Vous voyez, Vasquez n'était pas un baron de la drogue, donc il ne savait pas comment diriger un cartel. Cependant, il était bien formé dans d'autres domaines critiques qu'il s'est assuré de transmettre à son beau-père. Au-delà de la logistique, El Mayo a appris l'importance des alliances plutôt que de la guerre. La perspective d'El Mayo sur la gestion d'un cartel est devenue différente de celle qui prévalait à l'époque. Il soudoyait des policiers et des manutentionnaires dans les aéroports. En effet, comme nous le verrons, les alliances qu'El Mayo a construites l'ont maintenu dans le commerce jusqu'à ce jour. Ils ont mené une opération réussie jusqu'à ce que Vasquez soit arrêté en 1978. Les deux hommes s'étaient installés aux États-Unis avec leur famille et vivaient luxueusement, tandis que l'argent de la drogue affluait rapidement. Cependant, cela a mis la police sur leurs traces. Après l'arrestation de Vasquez, le nom d'El Mayo est apparu pour la première fois sur le radar des forces de l'ordre. Depuis lors, il a adopté un profil bas, un principe qu'il pratique encore aujourd'hui. Cependant, il a hérité des contacts et des opérations de son partenaire, pendant que celui-ci purgeait une peine de 15 ans de prison. À mesure que sa réputation dans le commerce grandissait, son appétit pour atteindre le sommet augmentait également. Mais à l'époque, une autre personne dirigeait le commerce du trafic. Miguel Ángel Félix Gallardo, également connu sous le nom de El Patrino, cofondateur du cartel de Guadalajara. El Patrino invita El Mayo à travailler avec le cartel de Guadalajara après avoir constaté son efficacité dans le commerce. C'est à cette époque qu'il se rapprocha de Joaquín El Chapo Guzmán. Tout se passait bien, alors que le cartel continuait à engranger des millions de dollars chaque année. Cependant, les problèmes commencèrent dans les années 1980, après la capture et le meurtre de l'agent de la DEA, Enrique Camarena Salazar. Cet agent avait fourni aux soldats mexicains des informations qui conduisirent à la destruction d'une plantation de marijuana de 2500 acres, avec une production annuelle estimée à 8 milliards de dollars. Sa mort provoqua une immense indignation publique aux États-Unis, augmentant la pression sur les gouvernements pour agir. Cela conduisit finalement à une menace croissante de la part des autorités américaines. Félix Gallardo fut contraint de diviser son cartel en plusieurs branches pour survivre. Cette division de l'organisation à la fin des années 1980 transforma le cartel en un ensemble de cartels plus petits, chacun contrôlant son propre territoire et ses propres corridors de trafic, avec ses propres dirigeants. Cela rendait moins probable qu'une seule action puisse démanteler toute l'organisation d'un coup. L'un de ces cartels était le cartel de Sinaloa, avec la ville de Culiacán comme siège. À la tête de ce nouveau cartel se trouvaient El Chapo et El Mayo. El Chapo remarqua l'expertise d'El Mayo et décida de l'inviter à devenir partenaire dans la nouvelle organisation. Selon des rapports, les circonstances forcèrent El Chapo à intégrer El Mayo dans l'organisation. Initialement, il dirigeait le cartel de Sinaloa aux côtés d'Héctor Luis Palma Salazar. Pendant cette période, le cartel de Sinaloa commença à se battre pour le contrôle des routes commerciales face à d'autres cartels. El Chapo se tourna vers l'unique homme qui, selon lui, pouvait l'aider à résoudre ses problèmes. El Mayo, qui, à l'époque, travaillait en tant que freelance et ne réussissait pas à imposer ses intérêts par la violence. El Chapo recherchait l'expertise d'El Mayo. En effet, El Mayo avait appris de son gendre Vasquez l'art de devenir un maître négociateur. Contrairement à El Chapo, il n'avait pas besoin d'utiliser la violence pour obtenir ce qu'il voulait. En tant que freelance, El Mayo pouvait travailler pour des cartels rivaux et accepter des contrats indépendants. Ces agences sont corrompues, et en pratique, il est évident que le trafic de drogue est une activité en constante évolution et adaptation. Les trafiquants de drogue trouvent toujours de nouvelles façons de relever les défis et d'exploiter les faiblesses du système.
Le jeu du chat et de la souris entre les forces de l'ordre et les cartels semble destiné à se poursuivre, avec des vies humaines en jeu. Les corps enterrés et la quantité de pilules de fentanyl représentent un chapitre tragique de l'interminable saga du trafic de drogue.